Vous connaissez la phrase de Laurence Parisot, hein, la liberté s'arrête là où commence le droit du travail. Hein. On s'est dit ce serait bien pour le spectacle, uniquement pour le spectacle, hein, on n'est pas en formation syndicale non plus, d'avoir un bouquin à vous faire connaître qui recenserait à peu près clairement un truc simple pour comprendre le droit du travail, parce que c'est un truc qui est peut-être volontairement assez compliqué, du genre qu'on nagerait dedans. Et donc on en a cherché un, on a pas mal cherché, et puis on en a trouvé un qu'on trouve assez pratique, très pratique à transporter. En fait, c'est un bouquin où il y a toute la liste de nos droits. C'est un bouquin sympa et en plus qui représente deux avantages très conséquents. Vous l'avez quasiment tous chez vous à la maison. Et en plus, il fait qu'une page. Alors, c'est le seul livre où on lit uniquement directement la fin. Et on a en gros rien à battre de tout ce qu'il y a avant. Messieurs, la fiche de paye. Ouais. Mesdames, le bulletin de salaire. Alors vite fait, on va essayer de découvrir cette petite bête-là ensemble. Ce qu'on aime bien, nous, dans une façon de lire sa fiche de paye, ce serait la liste de tous les droits auxquels vous cotisez. D'accord ? Tous les droits auxquels vous cotisez et qu'on va parcourir vite fait, bien fait. Vous pourrez lire la vôtre ce soir en rentrant. Mesdames et messieurs, du haut de cette fiche de paye, un siècle de bagarre vous contemple. On va commencer par un truc assez simple. Donc c'est la mienne, hein, novembre 2009. Combien je gagne ? Hein ? Combien je gagne ? 1603 €. Ça, c'est donc mon net. C'est l'argent qui me tombe dans la poche. À la fin du mois, ça n'est donc pas ce que je gagne. D'accord ? C'est bien le problème. C'est bien le problème et c'est bien tout l'enjeu du combat sur les retraites. C'est que je ne gagne pas 1600 € par mois. Je gagne 2058 € par mois de salaire brut. Et je cotise un certain nombre de droits, ainsi que mon collègue employeur d'ailleurs, qui cotise lui aussi, ça s'appelle des cotisations patronales. Et le seul chiffre qui n'apparaît nulle part sur cette fiche de paye, c'est la totalité de ce que rapporte, de ce que vaut ma force de travail. Sur quasiment aucune fiche de paye, vous avez l'addition du salaire brut et des cotisations patronales qui se lèvent pour ma part à 873 €. Ma force de travail vaut donc 3000 € par mois. Eh oui. Ça va ? Donc ça apparaît quasiment jamais. Mais oui, peut-être qu'ils ne voudraient pas qu'on y pense de trop. Non, ouais. Ça pourrait nous donner des idées. Donc, il y a des belles colonnes. On n'est pas d'accord sur les colonnes. Non, on n'est pas d'accord. Moi, je considère que la part salariale et la part patronale, c'est une énorme arnaque. C'est une astuce comptable. C'est de la pédagogie patronale. Je veux dire, vous comprenez bien que ça ne sort pas de notre poche. C'est complètement idiot. Je veux dire, c'est le patron qui paye la totalité du truc. Mais on fait comme si il nous donnait ça puis qu'on lui rendait. Vous voyez ? Comme ça, on a l'impression de participer un peu. En réalité, il y a du salaire direct, c'est celui qu'il nous donne, et il y a du salaire indirect, c'est celui qu'on lui oblige à donner à des gens qui ne travaillent plus. Alors pas du tout, hein, puisque là, il y a un très bon exemple, c'est la CSG-CRDS, une invention de Rocard. Donc vous pouvez commencer une petite liste hein, dans la soirée. C'est facile, vous dites Rocard à chaque fois. Vous verrez, ils sont dans vachement de partis différents. Hein. Et donc ça ne devait pas durer très longtemps. Bon, ça n'a pas commencé à 8 points quand même, ils ont commencé plus bas. Et donc vous remarquez que la répartition entre cotisation salariale et patronale est particulièrement avantageuse pour le salariat. C'est-à-dire qu'on a tout dans la gueule. Hein. Et donc moi je trouve qu'il y a une très grosse différence entre les deux colonnes. C'est que là, les 161 €, je ne les ai pas dans la poche à la fin du mois. On les retire de mon net. C'est-à-dire que j'en assume seul la totalité. Si elle était répartie, ou mieux, qu'elle était à la totalité de la charge patronale, hein, de l'autre côté de la colonne, eh ben, j'aurais un net qui serait de 161 € supérieur à la fin du mois. Je trouve que c'est plus que de la sémantique ou de la symbolique, personnellement. Hein. Alors, on y va pour les différentes familles. On est une scope très démocratique, on accepte les mecs de droite au pavé.
Très contradictoire. Hein. Alors, la Sécu. Tout le monde connaît bien la Sécu. L'idée, c'est de vérifier nos droits ensemble. Les droits qui sont issus du salaire. Vous vous rappelez la Sécu? Vous savez qu'elle était unique au début. Il y en a qui connaissent cette histoire? Non? Ah ben, à la Libération, le patronat ayant massivement collaboré, ayant dès 1932 les grandes entreprises nationales françaises, Schneider, etc., les banques ayant négocié avec Hitler cette défaite qui n'est tout sauf une défaite militaire, etc. Enfin, je veux dire, le patronat ayant collaboré massivement, il a juste à fermer sa gueule. Et en 1945, on arrache tout ça, tout. Et on arrache notamment la sécurité sociale, c'est-à-dire l'assurance contre tous les risques de la vie. Tous les risques de la vie. On est limite dans un État socialiste. Et c'est une caisse unique. Elle n'est pas encore découpée en différentes branches. Ça va être le début de la destruction du système. C'est une caisse unique contre tous les risques de la vie. Mais attendez, vous avez un patronat qui a juste le droit de se taire et vous avez un parti communiste à 24% qui est armé. Attendez, là on a un PC à 1,9. Mais je veux dire, actuellement, dans la bagarre sur les retraites, on aurait un parti communiste armé à 24%, elle aurait une autre gueule, la discussion sur les retraites, tu vois. Tu as 24% de communistes, tu vois, on touche pas aux retraites. Non, on touche pas, c'est bon, c'est bon. On peut même les descendre à 58 ans si vous voulez, il n'y a aucun problème. Ça s'appelle un rapport de force. Vous voyez? C'est comme quand Sarkozy nous dit qu'il veut moraliser le capitalisme, il dit c'est fou de notre gueule. Il nous prend pour des bacs à douche, quoi. Je veux dire, la nature du capitalisme, c'est de la prédation, d'accord? Moraliser le capitalisme, ça veut dire vous arrivez dans la jungle, puis vous avez un tigre qui arrive. Et là, vous lui dites couchez, Kiki. C'est le tigre, il recule si t'es sur un éléphant avec un pétard comme ça et un parti communiste à 24%. Tu vois, Donc l'assurance maladie. Attends, vous savez combien d'attaques a connu la sécurité sociale depuis qu'elle est créée? Combien de destructions, de rognages, de détricotages? Combien? Oh, ce serait tranquille, ça ferait une cinquantaine. Ça ferait que 50. 88. Vous savez à quand remonte la notion de trou de la Sécu? Vous savez, le trou de la Sécu. 80, 81, 76, 47, la première fois qu'on parle du trou de la Sécu, 1947. Donc c'est un truc un peu usé, quoi. Ah, il marche toujours. Alors maintenant, ils mettent abyssal à côté, ça fait le trou de la Sécu. Abyssal de la sécurité sociale, mais bon, ça tient quand même encore la route, mais bon, ils nous l'attaquent. Alors comment ils nous l'attaquent? D'abord, ils nous l'ont divisé en branches, donc, d'accord? On cotise donc séparément à chacune de ces branches. L'assurance maladie, ça tout le monde voit à peu près, médecins, médicaments, hôpitaux. Donc évidemment, ça attaque dur, ça fait pas mal de temps, puisqu'on enlève les médicaments, de moins en moins, pas tous, ça va plus cela. Et puis surtout, il y a vraiment une attaque spéciale en direction des classes populaires, puisque avec leur putain de 1 euro par visite là, et de 50 centimes par boîte de médicaments, vous ne pensez pas que ce n'est pas des classes moyennes comme moi qui allons être gênés le plus. D'accord? Donc les classes moyennes laissent passer. Ceux que ça vise vraiment, c'est les gens qui seraient susceptibles de réellement défendre la sécurité sociale, parce qu'eux en ont vraiment besoin. Ce n'est pas les riches qui ont besoin de la sécu. Ils vont toujours se payer le médecin, il n'y a pas de problème. Donc c'est pas mal comme attaque, tu vois, c'est bien visé ce truc-là. Ça passe comme une lettre à la poste et ça fait vraiment du dégât. Parce que tous ceux qui n'ont pas la CMU, donc qui n'ont déjà pas de poste payé une mutuelle, ils ne vont plus pouvoir aller aux soins. Et là, ils auront gagné. Parce que si on ne défend pas les droits qu'on a, on voit bien déjà comment ils sont bien lancés. Hein. Donc ça, c'est la maladie. Donc la totalité du personnel hospitalier en France est payée sur cette ligne. La totalité du personnel hospitalier. Quand Sarkozy arrive au Guilvinec et qu'il dit « je vous enlève des charges sociales », on ferme l'hôpital de Carré dans les mois qui suivent. Et les marins disent « on a gagné, on n'a plus de charges sociales ». Je voudrais qu'ils aient besoin d'aller à l'hosto. L'assurance vieillesse. Donc ça, c'est la Sécu, c'est la branche retraite de la Sécu, d'accord? On va y venir tout à l'heure. On va y passer un petit peu de temps tout à l'heure, donc juste remarquer un petit peu les sommes. Hein.
137 € pour le salarié, 204 € pour l'employeur. Donc là, on a déjà 340 quasiment. Et on a aussi la retraite complémentaire. Je fais un petit saut dans la fiche de paye. La retraite complémentaire, ARCO, enfin, IRCANTEX si vous bossez pour l'État, tout ça. Hop, alors là, j'ai 78 € et 117 € tous les mois. 500 € tous les mois. Je dégage 3 000 € de salaire. Sur l'ensemble de ces 3 000 €, il y a 500 € qui financent les retraites. D'accord? C'est pour ça que ça marche, d'ailleurs. Enfin, on va y revenir tout à l'heure. Alors, les allocations familiales. Ah, Tout le monde voit ce que c'est, les CAF, les caisses d'allocations familiales. d'après vous, combien de droits, combien d'allocations différentes existent-ils et auxquelles vous avez droit? Est-ce que vous pouvez dire un chiffre? Combien d'allocs à la CAF? Combien d'allocs différentes? Qu'est-ce que vous connaissez? Le logement. Parents isolés, ça n'existe plus mais c'était remplacé. Le RSA, c'est un revenu de solidarité active. Yes. Les handicapés, ça fait 4. Ouais. Les allocations pour les enfants, donc quand on a 2, 3, ok. Il y en a 5. Donc il y en a 27. 27? Si vous en connaissez que 5, il y en a 21 que vous n'allez pas utiliser. Donc vous allez sur le site de la CAF et vous regardez tous les droits qui existent. Il y en a qui sont assez récents, qui sont assez mal connus, l'accompagnement des personnes en fin de vie, puis des trucs qui sont très peu connus, comme les aides au déménagement, comme les aides à l'installation avec les premiers équipements de nécessité. Si tu n'as pas de machine à laver, tu vois, pour sortir de l'esclavage du laver, bon hop, t'as le droit de t'équiper. Bon. Donc il y a plein d'allocs, mais qui ne sont pas toutes connues. Accident du travail, on passera rapidement. Ça, c'est quand tu te pètes sur ton lieu de travail. Alors là, tu n'as pas les 50 centimes et 1 € là. Là, tu es bien pris en charge. Là, c'est plus. Tu débourses rien, tu n'as même pas besoin d'avoir de mutuelle. L'accident du travail, ça marche encore très bien. Évidemment, il l'attaque aussi. Et puis, il y a un gros problème, c'est la déclaration de l'accident. Donc là, si vous connaissez des gens qui n'ont pas déclaré dans les temps, alors maintenant, avec Internet, quand même, il faut mettre un peu plus de mauvaise volonté qu'avant, parce qu'avant, il fallait avoir le formulaire, machin, tout le monde, personne ne l'avait. Donc là, maintenant, si jamais l'employeur ne déclare pas l'accident de travail, c'est quand même lui qui est responsable de prendre en charge les coûts. D'accord, mais si Karim se pète en ski, est-ce que c'est un accident du travail? Je veux dire. Solidarité personnes âgées. Alors celui-là, on l'aime bien. C'est le préféré de Gaël. Ah non, c'est la réduction de filles, ton préféré. Solidarité personnes âgées, donc c'est la nouvelle branche dépendance qu'ils ont tout de suite commencé à attaquer avant d'avoir fini de l'installer. Donc c'est la saloperie du lundi de Pentecôte, pour que tout le monde suive, d'accord? Alors remarquez bien, on est en novembre 2009 et donc je cotise par le biais de mon employeur à hauteur de 6 €. Il n'y a pas beaucoup de lundi de Pentecôte au mois de novembre, on est d'accord? Okay. Donc 6 € en novembre, ok, 6 € en décembre, 6 € en janvier, 6 € en février, etc. Ok. Tous les mois, on cotise donc pour la dépendance. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de bosser le lundi de Pentecôte? Ça change quoi puisqu'on a cotisé toute l'année? Ok? Rien. D'accord? C'est une petite saloperie de négociation de merde avec le patronat qui, en échange de cotiser 0,3% en plus, deal avec un gouvernement, comment dirais-je, qu'on s'entend, qu'on nous baise un jour férié. Alors en plus, ça ne marche pas du tout avec plein de secteurs d'activité. C'est-à-dire que le raisonnement, c'est qu'on va pouvoir faire bosser les gens un jour de plus, puis avec l'argent que ça va dégager, on va pouvoir financer les 0,3%. Alors un animateur, par exemple. Donc, Karim. Il bosse le lundi de Pentecôte. Est-ce que ça fait rentrer plus de pognon dans sa MJC pour financer les salaires? Un prof, dans un collège, il bosse un jour de plus maintenant, les profs, ok, ils bossent. Ça fait rentrer plus de pognon dans le collège ou quoi? Mais ça n'a aucun rapport. Calme-toi. Ouais, ça m'énerve un peu, ça. Non, parce qu'ils jouent sur nos sentiments. Ils nous disent, il faut être solidaire, les vieux ont tous crevé. Donc ça, en plus, c'était un été parce qu'il avait fait trop chaud, bon, voilà. Ça va, quoi. Enfin... Vous allez me l'énerver. Aide au logement. C'est quoi ça, l'aide au logement? 0,1%. Les prêts, le 1% logement. C'est comme ça qu'on en parle souvent. Le 1%, c'est pas le taux de cotisation, c'est 10 fois moins. C'est le taux, soi-disant, du prêt qu'on va pouvoir emprunter pour accéder à la propriété auprès de son employeur. Donc ça, il y a plein de gens qui ne connaissent pas.
Bah, la banque, elle t'en parle jamais, puisqu'elle a plutôt intérêt à ce que tu viennes emprunter chez elle à beaucoup plus que 1%. Donc voilà. La réduction Fillon. Oh, il va s'énerver là. Quel est le vrai nom de la réduction Fillon? Le vrai nom de la réduction Fillon? C'est quoi le vrai nom de Fillon? Qui a inventé la réduction sur les bas salaires? Puisque c'est de ça qu'il s'agit. Les allègements sur les bas salaires. Martine Aubry. Bien. Petite liste. Donc Aubry, elle lance les abattements sur les bas salaires, les allègements sur les bas salaires, et donc le principe est complètement con. Ça, c'est vraiment un trou à salaire, mais ça marche trop bien. Si tu es près du SMIC, mon gars, plus tu es près du SMIC, plus le patron, il a une aide sur toutes les cotisations de sécu qu'on vient de voir. D'accord? Moi, je touche 2058 € de salaire brut. J'ai encore une aide de 39 € par mois qu'on enlève de ce que doit cotiser mon employeur pour lui soulager un petit peu puisqu'il a des bas salaires. Déjà, voilà le raisonnement. Alors, deux conséquences assez rapides. Le mec n'a pas du tout intérêt à augmenter les salaires. Plus il s'éloigne du SMIC, non seulement plus il va payer de salaire, plus il va cotiser, et en plus il va perdre des aides. Tu penses, c'est tout de suite ce qu'il fait, gars, c'est sûr. Pour un employé à Auchan, à Carrefour, à ce que vous voulez, un smicard, par employé, ça représente 249 € d'allègement pour Carrefour. Par salarié et par mois. S'ils ont intérêt à les engager à plus que le SMIC. Ça fait un putain de paquet de pognon. Vous comprenez le raisonnement. Le raisonnement est un raisonnement généreux. C'est de dire on va inciter à employer, bien sûr. Vous comprenez l'astuce? Si on fait des réductions comme ça, les gens vont engager. C'est toujours pareil. Ça joue sur la corde sensible. En réalité, l'obsession du capital, mais ça c'est depuis 2 siècles, c'est la modération salariale. C'est de ne surtout pas augmenter les salaires. Si vous avez écouté l'émission de Mermet sur la synarchie, je suis désolé pour cette société secrète dans les années 20 avec les grandes entreprises françaises, la Banque de France de l'époque recevait tous les gouvernements avant qu'ils soient nommés pour leur faire promettre qu'ils allaient avoir une politique de rigueur et ne pas augmenter les salaires. Et donc l'obsession du capital, c'est d'accord. Qui c'est qui a pété les salaires, qui a arrêté l'augmentation de salaire en 82? 83. Allez, 83, on remet été de gauche 2 ans, on peut se garder 2 ans. Delors. Delors. Mais alors il n'a pas appelé ça le gel des salaires, parce qu'on serait tous descendus dans la rue. Il a appelé ça la désinflation compétitive. Non à la désinflation compétitive. Personne. Ça marche pas du tout, hein. Non, au blocage des salaires, ça rime, tu vois. Non, à la désinflation compétitive, tu vois. Bon. L'assurance chômage, d'accord? J'aime bien ce nom. Assurance chômage. C'est comme une assurance bagnole, mais pour le chômage, d'accord? C'est le principe en plus, c'est-à-dire que tu payes des cotises, puis si jamais il y a des salauds de patrons qui te filent plus de boulot, on te paye du chômage. Tu as pris une assurance pour ça. Et donc c'est un droit. C'est un droit qui, normalement, je dis bien normalement, n'est pas monnayable, n'est pas négociable, il n'y a pas à avoir de contrat, il n'y a pas à jurer que vous cherchez du travail, tous ces trucs-là, d'accord? C'est un droit constitutionnel, d'accord? C'est-à-dire que si vous tombez au chômage, vous avez automatiquement le droit d'être indemnisé, d'accord? Et donc, la prochaine fois que vous allez à Pôle emploi, vous dites, bon, on a vu le spectacle de Tanguy et Lepage, alors 1, on prend le pognon, 2, on ne cherchera pas de travail, 3, ça va durer 20 mois, on prend des vacances, c'est comme ça, c'est pas autrement, parce que c'est un droit. Je vous promets pas que ça va marcher, mais c'est l'idée, parce que... Si ça marche pas, vous appelez sur son téléphone perso. Depuis le PAR, d'accord, ça c'est l'Union européenne, hein. Je veux dire, ils veulent absolument nous faire croire que c'est un contrat, qu'il faut qu'on passe un deal, d'accord, il faut qu'on cherche vraiment... Vous savez qu'on ne dit plus un demandeur d'emploi, c'est fini, ils viennent de changer. Maintenant, on est prospecteur d'emploi. Parce que demander, c'était un peu trop facile. Demander, c'est facile, hein, excuse-moi. Et donc là, il l'attaque, celui-là. Hein. Il l'attaque sévère, ça fait vraiment un moment que ça dure. Donc là, il y a eu les 3 offres qu'on peut pas refuser. Il y a la durée qui change tout le temps. Il te manque 50 heures avant, tu perds 6 mois. Enfin, c'est vraiment un droit qui est attaqué. Il est trop emblématique du travail libre, comme les retraites. Comme par hasard, même objectif, même importance stratégique et beaucoup d'efforts là-dessus.
ça paye du travail libre, vous êtes d'accord, hein? C'est grâce à ces cotisations du travail subordonné qu'on paye du travail libre. D'accord? Donc là, il y a... Hein? Oh. 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 Bonjour. Ça y est, le jeu. Est-ce qu'il y a un lisseur de queue de poire pour... Alors, FNGS. Il y en a une là, je sais pas, elle a bossé, elle connaît son truc, je vais vous dire, elle doit être à la cégette ou un truc comme ça. Fonds national de garantie des salaires. Ils en ont rien à foutre, mais rien. Ils regardent juste le résultat à la fin. C'est un droit qui est quand même pas mal, c'est quand ta boîte se plante la gueule et qu'elle dépose le bilan, ça permet, avec un fonds national de garantie des salaires, de payer les derniers salaires, les primes de licenciement, etc. Elle a quadruplé en un an. Peut-être un petit indice, là. Je sais pas, donc... Ok. La retraite complémentaire, on en a déjà parlé. La prévoyance, c'est un des derniers droits qui s'est vraiment répandu dans quasiment toutes les conventions collectives. La prévoyance, c'est en cas de coup dur, tu reçois une grosse somme d'argent, si tu as un décès, incapacité physique, etc., prime orphelin, enfin des trucs assez gais comme ça. Et qui représentent des sommes assez colossales d'argent, hein, en général 24 mois de salaire, 36 mois de salaire. Enfin, faut mourir quand même. Hein. Non, des fois ça peut être le conjoint. Ah, ça c'est bien. Ah, c'est pas mal. Ah oui, faut être marié. Ah bah, faut être pas marié. juste. Faut être marié et il faut lui faire croire que les champignons qu'on accueillis. Pareil, hein, si l'employeur ne cotise pas au système de prévoyance qui est prévu par votre convention collective, il est quand même obligé de payer cette fameuse somme de 36 mois de salaire, par exemple, sur ses propres fonds. Hein. Si vous connaissez quelqu'un, un petit coup de fil syndical s'impose. La taxe d'apprentissage, c'est pour financer principalement les centres des apprentis. Ok. Et la formation professionnelle, ça, c'en est un qui est pas mal attaqué aussi. La formation professionnelle, c'est le droit d'aller se former tout au long de sa vie maintenant, pour pouvoir s'adapter à... Vas-y, termine. Tu veux qu'on coupe Non, c'est bon. Tu veux changer la cassette maintenant? Non, vas-y, détends-toi. Vas-y, change la cassette, change la cassette. Mesdames, messieurs, c'est un type qui arrive au paradis. Xavier, change la cassette. Alors, la formation professionnelle, un droit assez important donc, qui vous permet de partir en formation, avec pas mal d'innovations depuis 2004, avec un accord signé par la CGT, mais aussi la CGT, enfin tout le monde, hein, tout le monde a signé. En 2004, il a notamment créé une petite saloperie, le DIF, le droit individuel à la formation, qui est une espèce de non-droit en fait. Hein. C'est un soi-disant droit, donc chaque année que tu bosses, tu gagnes 20 heures, d'accord, tu cumules, donc tu épargnes 20 heures jusqu'à 120 heures maximum. Et alors, tu as le droit de le dépenser à faire ce que tu veux en formation, c'était l'idée, à ton initiative. Tu veux faire une formation macramée, tu la demandes, t'y vas, tu vois. Alors, pas du tout. Alors d'abord, ils ont le droit de la refuser une fois, deux fois, trois fois presque. Et en plus, comme ils n'en ont pas du tout fait la promotion, pendant 4-5 ans, ça a végété, très peu de demandes, etc. Puis alors, quand on arrivait tout près des 120 heures, c'est-à-dire quand les gens ont compris qu'ils avaient paumé des droits, s'ils ne commençaient pas à les dépenser, là, ça a commencé à s'activer, quoi. Ils ont fait des tonnes de demandes en même temps, donc là, ils sont en train de serrer tous les verrous, donc il faudrait au moins que ça dure 21 heures. Ce qui serait pas mal, c'est que ce soit quand même sur votre cœur de métier, par rapport à vos compétences dans la branche et tout ça. Donc en fait, avant le DIF, souvent ce qui se passait, c'est qu'on partait en formation sur un truc qui ne nous intéressait pas forcément, genre le logiciel de gestion des centres de loisirs, pour faire en même temps la compta et les présences et tout ça. Alors mais maintenant, grâce au DIF, on va pouvoir partir en formation du logiciel de gestion des présences en centre de loisirs, et ce sera à notre propre initiative. En fait, il faudrait traduire éducation tout au long de la vie, qui a l'air d'être un truc sympa, par obligation de formation jusqu'à ce que mort s'en suive. Ça serait beaucoup plus juste. Et sur son temps de loisir. Et la plus grosse saloperie, c'est ça, c'est que maintenant on peut partir en formation professionnelle sur ses congés, sur son week-end. Ça, c'est un grand progrès social. Ah oui, mais c'est pour pas bronzer idiot. On peut enfin se former sur du temps choisi, quoi. C'est ça qui est bien, hein. Ça coûte moins cher à l'employeur, évidemment, au passage. Ok. Voilà, ça c'était une lecture politique de la fiche de paye. Donc tous ces droits sont attaqués, évidemment. Mais voilà, il a fallu batailler ferme pendant des décennies et des décennies pour arracher ça.